À ce moment décisif de notre histoire, rappelons-nous que nous toutes et tous qui sommes ici, ces centaines de milliers, voire de millions de femmes, de personnes transgenres, d'hommes et de jeunes à la marche des femmes, représentons les puissantes forces du changement. Nous sommes déterminés à empêcher que ces vieilles cultures racistes et hétéropatriarcales reviennent au devant de la scène. Nous considérons que nous sommes des agents collectifs de l'histoire et que celle-ci ne peut pas être effacée comme on efface une page web. Nous savons que nous nous rassemblons cet après-midi sur des terres indigènes et nous suivons l'exemple des peuples des Premières Nations qui, malgré la violence génocidaire massive qu'ils ont connue, n'ont jamais renoncé à la lutte pour leur territoire, pour l'eau, pour la culture et pour leur peuple. Nous saluons particulièrement aujourd'hui les Sioux de Standing Rock. Les luttes pour la liberté des Noirs, qui ont façonné la nature même de l'histoire de notre pays, ne peuvent être supprimées d'un simple revers de la main. On ne peut pas nous faire oublier que les vies des Noirs comptent réellement. L'histoire même de ce pays est ancrée dans celle de l'esclavagisme et du colonialisme, ce qui implique, qu'on le veuille ou non, que les États-Unis sont une histoire d'immigration et d'esclavage. Propager la xénophobie, crier au meurtre et au viol, et construire des murs n'effaceront pas l'histoire. Aucun être humain n'est illégal. La lutte pour la planète, contre le dérèglement climatique, pour garantir l'accessibilité à l'eau des terres Sioux de Standing Rock, de Flint, du Michigan, de la Cisjordanie et de Gaza, pour sauver notre faune, notre flore et l'air, est le cœur de la lutte pour la justice sociale. Ceci est une marche des femmes. Et cette marche des femmes représente la promesse d'un féminisme qui se bat contre les pouvoirs pernicieux de la violence étatique. Un féminisme inclusif et intersectionnel qui nous invite toutes et tous à rejoindre la résistance face au racisme, à l'islamophobie, à l'antisémitisme, à la misogynie et à l'exploitation capitaliste. Oui, nous saluons la lutte pour un salaire minimum à 15 $. Nous nous dédions à la résistance collective. Nous résistons face aux millionnaires qui profitent des taux hypothécaires et face aux agents de la gentrification. Nous résistons face à ceux qui privatisent les soins de santé. Nous résistons face aux attaques contre les musulmans et les migrants. Nous résistons face aux attaques visant les personnes en situation de handicap. Nous résistons face aux violences étatiques perpétrées par la police et par le complexe industriel-carcéral. Nous résistons face à la violence de genre institutionnelle et intime, en particulier contre les femmes transgenres de couleur. Lutter pour le droit des femmes, c'est lutter pour les droits humains partout sur la planète. C'est pourquoi nous disons liberté et justice. Bravo! C'était incroyable. C'est toi qui as écrit tout ça? Non, c'est un discours d'Angela Davis. Attends, ce nom me dit quelque chose. L'américaine? Ouais, la militante qui s'est battue beaucoup pour le droit des Noirs, des femmes aux États-Unis. Et ça te touche, c'est ça? Totalement. C'est important de s'engager. En fait, je crois qu'on n'a pas le choix. En tout cas, moi, je sais que je vais m'engager. Et je ne sais pas encore forcément quelle forme ça va prendre, mais tu vois, ce genre de parcours, ça m'inspire. Et puis en plus, il y a une petite histoire personnelle derrière. Ah bon? Donc moi, je m'appelle Angela. Et Angela Davis, c'est une vieille dame, mais elle n'est pas encore morte, elle doit avoir environ 80 ans. Et elle faisait beaucoup de meetings. Et un jour, elle est venue à Paris. Et après un de ces meetings, une amie de ma mère est venue la voir et lui a dit vous ne le savez peut-être pas, mais à Paris, il y a une petite fille qui porte votre prénom grâce à vous. Trop la classe. Et tu sais d'où elle vient des États-Unis? Alors, elle est née en Alabama, mais elle a beaucoup vécu à New York. Oh, New York. La ville de mes rêves. Tu devrais y aller? Ouais, je crois que j'aimerais bien. Ah non, moi je pourrais pas. Je sais pas, partir ça me fait trop peur. Partir, c'est un peu grandir. Je suis pas prête à quitter certaines choses de l'enfance. À devenir une femme. Devenir une femme. Vaste question. T'as vu
ce qui vient de se passer aux États-Unis? Ouais. Annulation du droit à l'avortement. Mais tu sais, ton texte, il m'a fait penser à un roman. Tu connais Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur? J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une famille pendant la Grande Dépression aux États-Unis, et c'est plus particulièrement l'histoire d'un père qui est avocat et qui se retrouve à défendre un noir accusé d'avoir violé une femme blanche. Et à un moment, il fait une plaidoirie que je trouve assez incroyable. Tu veux que je te la dise? Attends, tu la connais par cœur? Bah ouais, je l'adore. En plus, je crois que j'aimerais bien devenir l'avocate. Madame l'avocate. Ah oui, c'est vraiment pas. Messieurs les jurés, non, il n'y a pas de femme. Je serai bref, mais j'aimerais consacrer le temps qui me reste à vous rappeler que cette affaire n'est pas difficile. Elle est aussi évidente que la différence entre le noir et le blanc. L'accusation n'a pas produit le moindre certificat médical prouvant que le crime dont Tom Robinson est accusé a bien eu lieu. Celui-ci n'est pas coupable, mais il y a dans cette salle quelqu'un qui l'est. Je n'éprouve que pitié pour le principal témoin, mais ma pitié ne va pas jusqu'à la laisser mettre en jeu la vie d'un homme, ce qu'elle a fait pour tenter de se débarrasser de sa propre culpabilité. Je dis bien culpabilité, messieurs les jurés, car c'est ce qui l'a motivée. Elle est blanche. Mayela Ewell est blanche et elle a fait des avances à un noir. Pas un vieil oncle Tom, mais un jeune homme vigoureux. Elle a brisé le code rigide et ancien de notre société, un code si sévère que quiconque l'enfreint est rejeté de notre monde comme indésirable. Elle connaissait l'énormité de son acte, seulement parce que ses désirs étaient plus forts que le code qu'elle brisait, elle a persisté. Elle a persisté puisque sa réaction a été de faire quelque chose que nous avons tous pratiqué à un moment ou à un autre. Elle a fait ce que font tous les enfants. Elle s'est efforcée de rejeter la preuve de sa faute. Or, quelle était cette preuve? Tom Robinson, un être humain. Elle devait écarter Tom Robinson de son chemin. Tom qui risquait de lui rappeler, jour après jour, ce qu'elle avait fait. Par ailleurs, le père de la soi-disant victime avait tout vu. Qu'a fait le père? Nous l'ignorons, mais nous possédons des preuves circonstanciées indiquant que Mayela Ewell a été sauvagement battue par quelqu'un qui s'est servi exclusivement de sa main gauche. Nous savons en partie ce que M. Ewell, son père, a fait. Il a fait ce que n'importe quel homme blanc, respectueux des traditions, craignant Dieu, a fait. Il a obtenu un mandat d'arrêt contre Tom Robinson, qu'il a sans doute signé de la main gauche. Et Tom comparaît aujourd'hui devant vous, après avoir prêté serment avec sa seule main valide, la droite. Et un noir si tranquille, si respectable, si humble, qui a la témérité insensée d'éprouver de la pitié pour une femme blanche, a dû témoigner aujourd'hui contre deux. Je n'ai pas besoin de vous rappeler leur attitude et leur conduite à la barre. Vous les avez vus vous-même. Ils se sont présentés à vous, messieurs les jurés, avec la certitude cynique que vous les suivriez en vous fondant sur la présomption, la malfaisante présomption que tous les Noirs mentent, que tous les Noirs sont des êtres fondamentalement immoraux, que tous les Noirs représentent un danger pour les femmes. Présomption qui ne peut être associée qu'à des esprits de leur calibre. Ce qui, messieurs les jurés, nous le savons, est en soi un mensonge aussi noir que la peau de Tom Robinson. Un mensonge que je n'ai pas besoin de souligner. Vous connaissez la vérité. Et la vérité que certains Noirs mentent, certains Noirs sont immoraux, certains Noirs représentent un danger pour les femmes, noires ou blanches. Mais cette vérité s'applique au genre humain dans son ensemble, pas une race en particulier. Il n'y a personne dans cette salle qui n'ait jamais menti, jamais commis d'acte immoral, et aucun homme ne peut prétendre n'avoir jamais regardé aucune femme sans la désirer.
Encore un mot, messieurs les jurés, et j'en aurai terminé. Thomas Jefferson a dit un jour que tous les hommes naissaient égaux. Nous savons que tous les hommes ne naissent pas égaux au sens où certains voudraient nous le faire croire. Certains sont plus intelligents que d'autres. Certains ont plus de chance parce qu'ils sont nés ainsi. Certains hommes gagnent plus d'argent que d'autres. Certaines femmes font de meilleurs gâteaux que d'autres. Oh! Certains sont plus doués que la moyenne. Mais ce pays met en application l'idée que tous les hommes naissent égaux dans une institution humaine qui fait du pauvre l'égal d'un Rockefeller, du crétin l'égal d'un Einstein et de l'ignorant l'égal de n'importe quel directeur de lycée. Cette institution, messieurs les jurés, c'est le tribunal. Qu'il s'agisse de la Cour suprême des États-Unis ou de cette honorable cour où vous siégez. Nos tribunaux ont leurs défauts. Mais dans ce pays, ils font office de grands égalisateurs puisque tous les hommes y sont nés égaux. Je ne suis pas idéaliste au point de croire aveuglément en l'intégrité de nos tribunaux et dans le système du jury. Pour moi, il s'agit d'un idéal. Il ne s'agit pas d'un idéal, mais d'une réalité vivante, opérationnelle. Messieurs les jurés, un tribunal ne vaut pas mieux que chacun de vous. Une cour n'est sérieuse que pour autant que son jury l'est, et un jury n'est sérieux que si les hommes qui le composent le sont. Je suis sûre que vous allez examiner sans passion les témoignages que vous avez entendus, prendre une décision et rendre le défendeur Tom Robinson à sa famille. Pour l'amour de Dieu, faites votre devoir. Mais s'il perd en appel, papa, qu'est-ce qui va lui arriver? La chaise électrique. À moins d'une grâce du gouverneur. Enfin, il n'y a pas encore lieu de se faire du souci. Nous avons encore de bonnes chances de l'en tirer. C'est pas juste. Même s'il était coupable, il n'a tué personne. Tu sais que le viol est un crime passible de la peine capitale en Alabama. Peut-être, mais les jurés n'avaient pas à le condamner à mort. Ils avaient qu'à lui mettre 20 ans. Le condamner à 20 ans. Tom Robinson est un homme de couleur. Aucun jury dans cette partie du monde ne dira « Nous pensons que vous êtes coupable, mais pas trop » sur un tel chef d'accusation. C'était l'acquittement ou rien du tout. On en revient toujours au jury. On devrait les supprimer. Comme tu y vas, ma fille, il existe peut-être d'autres solutions. Par exemple, changer la loi, de sorte que seuls les juges aient le pouvoir de fixer la peine lorsqu'il s'agit d'un crime capital. Alors va à Montgomery, papa, il change la loi. Tu ne te rends pas compte à quel point ce serait difficile. Je serai mort avant qu'elle ne change et toi-même, tu seras bien vieille si jamais elle changeait de ton. Non. Il faut supprimer les jurys. Pour commencer, Tom Robinson n'était pas coupable et ils ont décrété qu'il l'était. Si tu avais fait partie de ce jury, Tom Robinson serait libre alors qu'il est. Jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé dans ta vie susceptible d'affecter ta capacité de raisonnement. Ces cousins sont des personnes raisonnables alors dans leur vie quotidienne. Et tu as vu que quelque chose se mettait entre eux et la raison. Ils ne pourraient pas être justes s'ils essayaient. Cela ne rend pas les choses plus justes. On ne peut pas condamner un homme sur ce genre de témoignage, c'est pas possible. Mais c'est pourtant ce qu'ils ont fait. Une salle d'audience est le seul endroit où un homme a le droit à un traitement équitable, de quelque couleur de l'arc-en-ciel que soit sa peau. Et tu as vu que nous trouvons toujours le prétexte d'apporter nos préjugés dans le box du jury. On voit des blancs tromper des noirs tous les jours. Alors n'oublie pas ce que je vais te dire. Parce qu'un homme blanc se comporte ainsi avec un noir, quel que soit son nom, son origine ou sa fortune, cet homme blanc est une ordure. Je ne connais rien de plus écœurant qu'un blanc de bas étage qui profite de l'ignorance d'un noir. Mais pourquoi les gens comme nous ou Miss Maudie, la voisine, ne siègent-ils jamais parmi les jurys? Ils viennent tous de la cambrousse. Je me demandais quand tu t'en apercevrais. Pour commencer, Miss Maudie ne peut pas faire partie d'un jury puisque c'est une femme.
Tu veux dire qu'en Alabama, les femmes n'ont pas le droit de... Oui. Je suppose que c'est pour protéger nos frêles dames de classe sordide comme celui de Tom. Et puis, nous n'en finirons plus car elle ne cesserait de poser des questions. Miss Maudit serait impressionnante parmi les jurés. Arrêtez-moi ce pardon, monsieur le président, j'ai une question à poser à cet individu. Oui, on a les jurés qu'on mérite. Ouais, n'empêche que... Bravo pour ta plaidoirie. Merci. Mais j'avais une petite question. Tu fais des gâteaux, toi? Ah non, je déteste cuisiner. Non mais c'est choquant, non, ce qu'il dit sur les femmes qui font des meilleurs gâteaux que les autres femmes. Enfin, les femmes, c'est pas que les gâteaux, quoi. Non, c'est pas que les gâteaux. C'est les robes. Le maquillage. La mode. Les soldes. Ah Quelle galère. Ah. Comme nous sommes déchus. Déchus par la faute de principes erronés. Et plus que de la nature, victime de l'éducation. Privés de tous les ornements de l'esprit. Et voués par système à la stupidité. Et si quelqu'une d'entre nous nous élève au-dessus des autres, mue par une imagination plus vive et poussée par l'ambition, si forte la faction opposée toujours lui apparaît, que l'espoir de réussir ne peut jamais contrebalancer la peur. Hélas. Une femme qui entreprend d'écrire comme une créature si présomptueuse est considérée que sa faute ne peut être par aucun mérite compensée. Ils nous disent que nous nous trompons de sexe et de voix. Bonne manière, danse, mode, toilette, jeu, voilà les talents que nous devrions briguer. Écrire ou lire, ou penser, ou nous instruire, ternirait notre beauté et épuiserait notre temps et interromprait les conquêtes de notre printemps. Alors que l'ennuyeuse besogne de gérer une maison asservie est tenue pour certains comme notre art suprême et notre utilité. Virginia Woolf. L'utilité de la femme. Ça me rappelle une anecdote. Ah bon? Ouais. C'était le grand-père d'une amie de ma mère qui, quand on a placé sa femme en maison de retraite, a déclaré de toute façon elle servait plus à rien. C'est dégueulasse. Les femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroir. C'est-à-dire? Elles possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image 2 fois plus grande que nature. Sans ce pouvoir, la terre serait probablement encore marécageuse et jungle. Les gloires de nos guerres seraient inconnues. Nous en serions encore à graver sur des os de moutons de maladroites silhouettes de cerfs ou à troquer des morceaux de silex contre des peaux de brebis ou contre quelques ornements simples qui satisferaient notre goût encore vierge. Les miroirs peuvent avoir de multiples visages dans les sociétés civilisées. Ils sont en tout cas indispensables à celui qui veut agir avec violence ou héroïsme. Et c'est pourquoi Napoléon ou Mussolini insistent tous deux avec tant de force sur l'infériorité des femmes. Car si elles n'étaient pas inférieures, elles cesseraient d'être des miroirs grossissants. Et voilà pourquoi les femmes sont souvent si nécessaires aux hommes. Et cela explique aussi pourquoi la critique féminine inquiète tant les hommes. Pourquoi il est impossible pour une femme de dire à un homme que tel livre est mauvais, que tel tableau est faible, quoi que ce soit du même ordre, sans éveiller plus de colère et faire souffrir davantage que ne le ferait jamais un homme dans le même cas. Si une femme, en effet, se met à dire la vérité, la forme dans le miroir se rétrécit
son aptitude à la vie s'en trouve diminuée. Comment l'homme continuerait-il de dicter des sentences, de civiliser des indigènes, de faire des lois, d'écrire des livres, de se parer, de pérorer dans les banquets, s'il ne pouvait se voir, pendant ces 2 repas principaux, d'une taille pour le moins double de ce qu'elle est en vérité? L'apparition dans le miroir est de suprême importance parce que c'est elle qui recharge la vitalité, stimule le système nerveux. Supprimez-la et l'homme peut mourir, comme l'intoxiqué privé de cocaïne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tandis que j'écoutais, j'avais inconsciemment, dans mon indifférence, dans mon désespoir, gribouillé un dessin à l'endroit où j'aurais dû écrire une conclusion. Je venais de dessiner un visage, une forme humaine. C'était le visage et la silhouette du professeur Von X. Ah mais oui, c'est lui! En train d'écrire son œuvre monumentale intitulée L'infériorité intellectuelle, morale et physique du sexe féminin. D'après mon dessin, ce professeur n'était pas un homme fait pour plaire aux femmes, non. Il était corpulent, avait de fortes mâchoires. En revanche, ses yeux étaient petits, son visage très rouge. Son expression suggérait qu'il peinait sous l'emprise d'une émotion qui le forçait à écraser sa plume sur le papier, comme pour tuer quelque insecte invisible, dont la mort même d'ailleurs ne l'apaiserait pas. Il lui faudrait continuer de tuer, et même continuer de tuer ne calmerait entièrement ni sa colère, ni son irritation. Ça va aller. Était-ce la faute de sa femme? Me demandai-je, regardant mon dessin. Était-elle amoureuse d'un officier de cavalerie? L'officier de cavalerie était-il svelte, élégant et habillé d'astrakhan? Une belle fille, c'était-elle, selon la théorie freudienne, moquée de lui quand il était dans son berceau. Qu'est-ce qu'il est moche, celui-là? Car même dans son berceau, pensais-je, le professeur n'a pu être un enfant séduisant, non? Quoi qu'il en soit, le professeur sur mon dessin était violemment irrité et fort laid tandis qu'il écrivait son grand livre sur l'infériorité intellectuelle, morale et physique des femmes. Dessiner ainsi était une façon bien futile d'achever le vain travail d'une matinée. Mais n'est-ce pas quelquefois dans l'oisiveté, dans le rêve, que la vérité noyée émerge quelque peu? Une pratique très élémentaire de la psychologie, qu'il ne faut pas décorer du nom de psychanalyse, me permit de constater que mon croquis du coléreux professeur avait été exécuté dans la colère. La colère? S'était-elle emparée de ton crayon tandis que tu rêvassais? Oui, disait le croquis, oui. Il me renvoyait sans erreur possible à un seul livre, à une seule phrase qui avait fait surgir le démon. La déclaration du professeur Von X à propos de l'infériorité intellectuelle, morale et physique des femmes. Mon cœur alors avait bondi. Mes joues s'étaient empourprées, j'étais devenue rouge de colère. Bien que cette réaction fût un peu ridicule, elle n'avait rien de particulièrement remarquable. Nul n'aime entendre dire qu'il est de nature inférieure à un petit homme. Pourquoi donc les hommes passent-ils leur temps à écrire des livres sur les femmes? La condition des femmes au Moyen-Âge. Coutume féminine aux îles Fidji. Femmes adorées comme déesses. Ah, faiblesse du sens moral chez les femmes. La vanité de la femme. La conscience des femmes est supérieure à celle des hommes. Quoi? D'accord.
Les femmes des îles, des mers du Sud. Ouh. Le charme des femmes. Moindre développement du système pileux féminin. Le subconscient des femmes plus grand que... Petit volume du cerveau féminin. L'infériorité intellectuelle, morale et physique du sexe féminin du professeur Ronix. L'amour des enfants chez la femme. Longévité plus grande de la femme. Faiblesse musculaire de la femme. Dommage. La force des affections chez la femme. Idéalisme des femmes. Les études supérieures chez les femmes, il n'y a pas grand-chose. L'opinion de l'art de Birkenhead sur les femmes. L'opinion du doyen Hill sur les femmes. L'opinion de Labruyère sur les femmes. L'opinion du docteur Johnson sur les femmes. L'opinion de Monsieur Oscar Browning sur les femmes. L'opinion de Shakespeare sur les femmes. Oh. Pourtant, les femmes de Shakespeare ne semblent manquer ni de personnalité ni de caractère. Rosalind, pourrait-on croire, était une jeune fille charmante. Lady Macbeth, on peut le supposer, avait sa volonté. On pourrait même aller plus loin et dire que les femmes flamboient comme des phares dans les œuvres de tous les poètes depuis l'origine des temps. Clytemnestre, Antigone, Cléopâtre, Phèdre, Cressida, Desdémone, et dans les œuvres en prose, Anna Karenine, Emma Bovary, Madame de Guermantes. Vraiment, si la femme n'avait d'existence que dans les œuvres littéraires masculines, on l'imaginerait comme une créature de la plus haute importance. Héroïque et médiocre, magnifique et vile, infiniment belle et hideuse à l'extrême, avec autant de grandeur que l'homme, davantage même. Mais il s'agit là de la femme à travers la fiction. En réalité, elle était enfermée, battue et traînée dans sa chambre. Et elle l'est toujours beaucoup. En imagination, elle est de la plus haute importance. En pratique, elle est complètement insignifiante. Elle envahit la poésie d'un bout à l'autre. Elle est, à peu de choses près, absente de l'histoire. Dans la fiction, elle domine la vie des rois et des conquérants. En réalité, elle était, et elle est toujours, l'esclave de n'importe quel garçon dont les parents avaient exigé qu'elle portât l'anneau à son doigt. Quelques-unes des paroles les plus inspirées, quelques-unes des pensées les plus profondes de la littérature tombent de ses lèvres. En pratique, elle pouvait tout juste lire, à peine écrire, et elle était la propriété de son mari. C'est certes un monstre étrange, un vermisseau qui aurait des ailes d'aigle, l'âme de la vie et de la beauté, en train de hacher menu un morceau de lard dans la cuisine. Mais ces monstres, si amusants soient-ils, n'ont pas d'existence réelle. Ce qu'il faut faire pour donner vie à la femme, ça serait la concevoir sous un jour prosaïque et poétique en un seul et même instant, gardant ainsi le contact avec la réalité. Pensez qu'elle est Madame Martin, âgée de 36 ans, habillée de bleu, portant un chapeau noir et des souliers bruns, sans perdre cependant de vue la fiction qui fait d'elle un vase
où sans cesse s'écoulent les élans et les esprits les plus divers. Et ta Madame Martin, elle fait quoi dans la vie? Artiste peut-être. Poétique, prosaïque, artiste. Ça me fait penser à Patti Smith. Ah mais oui, mais je la connais! C'est celle qui chante Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Je crois qu'il y a ses mémoires par là. Ah bon? Un jour, tandis que je clopinais sous l'enclume du soleil, ma mère m'accosta. « Patti, me dit-elle d'un ton de reproche, enfile une chemise. Il fait chaud, je gémis. Tout le monde est torse nu. Chaud ou pas, il est temps que tu te mettes à porter une chemise. Tu es sur le point de devenir une jeune femme. » Je protestais avec véhémence et annonçais que je n'allais jamais devenir autre chose que moi-même, que je faisais partie du clan de Peter Pan, ceux qui ne grandissent pas. J'étais horrifiée par sa réclamation et son insistance pour que je me couvre la poitrine devant mes hommes. Ma mère a eu le dernier mot et j'ai enfilé un t-shirt. Mais je ne saurais exagérer la trahison ressentie à cet instant. Je regardais avec dépit ma mère accomplir ses tâches de femme, remarquant ses généreuses formes féminines. Tout cela me semblait aller à l'encontre de ma nature. Pendant un moment, je lui en ai voulu, parce qu'elle était à la fois la messagère et le message. Incrédule et rebelle, mon chien à mes pieds, je rêvais de voyage, de m'enfuir, de m'en aller pour m'engager dans la Légion étrangère, de prendre du galon et de parcourir le désert avec mes hommes. Attends, je vais essayer quelque chose. Je suis un homme. Alors, Bizarre. ok, à mon tour. Je suis un homme. Alors? Inintéressant. Ça me donne une drôle d'énergie. Je suis un homme. Je suis un homme. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami. Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare honnête que je ne le suis plus et ne veux nulle place en de cœur corrompu. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre cou. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui de dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments pour charger la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous me dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose lâche,
indigne, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Je vous supplierais d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnoie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non. Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui, de civilité, avec tous, font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je, il faudrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme. Et quand toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre, que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à mille gens tout ce que d'eux l'on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui, quoi? Vous irez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il s'est mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun. Sans doute. À Dorylas, qu'il est trop importun et qui naît à la cour, oreille qui ne lasse, à compter sa bravoure et l'éclat de sa race. Fort bien, vous vous moquez. Je ne me moque point. Et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la vie. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Et je ris de noirs accès où je vous envisage. Et crois voir en nous deux, sous même sang nourri, ces deux frères que peint à l'école des maris, dont Mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades. Non, tout de bon. Quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien de gens. Tant mieux, Lambleu, tant mieux. C'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâchée d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception,
seront enveloppés dans cette aversion? Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes? Non, elle est générale et je hais tous les hommes. Les uns, parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants complaisants. Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être, et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois s'est poussé dans le monde, et que par eux, son sort de splendeur revêtu fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux quand tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommé le fourbe, infâme et scélérat maudit, tout le monde en convient et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue, on l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue, et s'il est par la brigue un rang à disputer, sur le plus honnête homme on le voit l'emporter. Tête bleue, ce me sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice on garde des mesures. Et parfois il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu, des mœurs et du temps mettons-nous moins en peine. Faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons pas dans la grande rigueur. Voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande roideur des vertus des usages porte trop notre siècle et des communs usages. Il veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps, sans obstination. C'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. J'observe, comme vous, 100 choses tous les jours, qui pourraient mieux aller, prenant un autre point. Et quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître, en roux comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont, j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, vous fleguent mes philosophes, autant que votre vie. Mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme ne pourra-t-il ne s'échauffer de rien? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que pour avoir vos biens on dresse un artifice, ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous, verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux? Oui. Je vois ces défauts dans votre âme murmure comme vices unis à l'humaine nature. Et enfin, mon esprit n'est pas plus offensé de voir un noble fourbe, injuste, intéressé, que de voir des vautours affamer le carnage de singes malfaisants et des loups pleins de rage. Je me verrai trahir, mettre en pièces, voler sans que je puisse. Morbleu, je ne veux point parler tant ce raisonnement est plein d'impertinence. Ma foi, vous ferez bien de garder le silence. Contre votre parti, éclatez un peu moins et donnez au procès une part de vos soins. Je n'en donnerai point, c'est une chose dite. Mais qui voulez-vous donc pour qui vous sollicite? Qui je veux, la raison, mon bon droit, l'équité. Aucun juge par vous ne sera visité. Non. Est-ce que ma cause est injuste ou douteuse? J'en demeure d'accord, mais la brigue est fâcheuse et... Non, j'ai résolu de n'en pas faire un pas, j'ai tort ou j'ai raison. Ne vous y fiez pas. Je ne remuerai point. Votre partie est forte et peut, par sa cabale, entraîner... Il n'importe. Vous vous tromperez. Soit j'en veux voir le succès, Mais j'aurai le plaisir de perdre mon procès. les enfants... Je verrai dans cette plaiderie si les hommes auront assez d'effronterie, seront assez méchants, scélérats et pervers pour me faire injustice aux yeux de l'univers. Quel homme! Je voudrais, m'en coûta-t-il grand-chose, pour la beauté du fait, avoir perdu ma cause. Il se rirait de vous, Alceste, pour de bon, si l'on vous entendait parler de la façon
Tant pis pour qu'il y rêve. Mais cette rectitude que vous voulez en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici, dans ce que vous aimez? Je m'étonne, pour moi, qu'étant comme il le semble, vous et le genre humain si fort brouillés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La sincère Éliante a du penchant pour vous. La prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse, tandis qu'en ces liens, Célimène l'amuse, de qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. Mais d'où vient que leur portant une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle? Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas ou les excusez-vous? Non, l'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui treuve. Et je suis, quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir comme à les condamner. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'emblamer. En dépit qu'on en est, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte. Et sans doute ma flamme de sévice du temps pour approcher son âme. Oh, si vous faites cela, vous ne ferez pas peu. Vous croyez être donc aimé d'elle? Oui, parbleu. Je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Mais si son amitié pour vous se fait paraître, d'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui? C'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui. Et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire tout ce que là-dessus ma passion m'inspire. Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, la cousine Éliante aurait tous mes soupirs. Son cœur, qui vous estime, est solide et sincère. Et ce choix plus conforme était mieux votre affaire. Il est vrai, la raison me le dit chaque jour. Mais la raison n'est pas ce qui règne de l'amour. Alors, ça t'a plu d'être un homme? Il y a des trucs que j'aimerais bien garder. Quoi? Le droit d'être en colère. Le droit de critiquer sans craindre quoi que ce soit. Ne pas s'excuser en permanence. Et toi? Moi, je me suis sentie plus assurée. Comme si j'avais plus de prestance. Comme si je pouvais prendre plus de place avec le corps. Plus libre, quoi. En fait, il faudrait être une femme et garder les deux. S'autoriser. Accepter d'avoir les deux en nous. C'était tel qu'on est, en fait. Il est néfaste pour celui qui veut créer de penser à son sens. Il est néfaste d'être purement un homme ou une femme. Il faut être homme féminin ou femme masculin. L'art de création demande pour s'accomplir
qu'il y ait dans l'esprit une certaine collaboration entre l'homme et la femme. Un certain mariage des contraires doit être consommé. L'esprit tout entier doit s'ouvrir largement et nous devons avoir l'impression que l'écrivain nous partage son expérience avec une plénitude totale. L'art de création exige la liberté et la paix. Aucune roue ne doit grincer, aucune lumière vaciller. Les rideaux doivent être bien tirés. L'écrivain, une fois que son expérience est terminée, doit pouvoir s'abandonner et laisser son esprit célébrer ses noces dans l'obscurité. Il ne doit pas regarder ce qui se passe ou poser des questions concernant ce qui se fait. Il doit bien plutôt arracher les pétales d'une rose ou regarder les signes doucement, se laisser emporter par les fleuves. Pouvez-vous nous engager à une plongée au cœur même de la vie? Si nous vivons encore un siècle environ, et je parle ici de la vie qui est réelle, et non pas de ces petites vies que nous vivons séparées en tant qu'individus, que nous ayons tous et toutes 500 livres de rente et des chambres qui soient à nous toutes seules, si nous acquérons l'habitude de la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons, si nous ne reculons pas devant le fait, car c'est bien là un fait, qu'il n'y a aucun bras auquel nous accrocher, et que nous marchons seuls, et que nous sommes en relation avec le monde de la réalité, non seulement avec le monde des hommes et des femmes, alors la chose en vaut la peine. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile. Faites, pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur vos esprits, tendus comme une toile, vos souvenirs, avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu? Nous avons vu des astres et des flots. Nous avons vu des sables aussi. Et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote, la fête qui assaisonne et parfume le sang, le poison du pouvoir, énervant le despote et le peuple amoureux du fouet abrutissant. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre! Ce pays nous ennuie! Ô mort, appareillons! Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Je dois y aller. Où ça? À New York? À New York. À Miami. À Los Angeles. À Chicago. Non, à New York. Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes. How long is